Hola a todos et merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro de votre émission de football espagnol Inside La Liga. Inside La Liga, votre émission, comme je vous disais, qui passe tous les mardis à partir de 22h. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons nous intéresser à La Roja qui, à l'instant précis, est en train de jouer sa qualification en Ligue des Nations. Nous allons nous intéresser aussi aux joueurs les plus capés de l'histoire de l'équipe d'Espagne, Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, et tout ça avant d'aller travailler le match Atlético de Madrid-Barcelona, le match vedette de la 10e journée du championnat espagnol. Et ça, nous le ferons avec notre invité, Sofiane Belalia. Ça sera juste après le top départ de Inside Liga. Et avec moi, nos consultants, et on commence avec Valentin Devillers. Bonjour Valentin, Valentin qui est consultant à Cab Esport. Merci de nous accompagner pour cette émission. Ça me fait plaisir d'être sur ce plateau pour la première fois, en tout cas, et le lancement de cette jeune émission, et pourvu que ça dure, et on va se régaler, on voit un beau programme en tout cas, donc j'ai hâte. Et juste à côté, Areski Saouli, bonjour de nous accompagner. Il faut Bonjour. le rappeler, consultant, mais aussi donc coach national de street soccer en France. Merci de nous accompagner, comme je disais, pour cette émission. En plus, un bon connaisseur du football espagnol. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Hola a todos. Hola a todos, à côté de moi, Fala, comment tu vas? Enchanté. Donc, chroniqueur et sportif, qu'on écoute sur Exactement. différents médias. Exactement, c'est ça. Donc, enchanté d'être sur le plateau, Liga, pour la première. Enchanté d'avec Areski. J'ai très fois entendu parler de lui dans le niveau du football, et je suis honoré d'être à sa présence, et Sofiane de même. Voilà, Sofiane Belalia, qui est le vice-président de la Peña Blaugrana de Paris, donc c'est le club des fans de supporters du Barça, de Barcelone. Tout à fait. La Peña Blaugrana qui est une peña officielle, puisque, je le dis, vous êtes reconnu par le Barça en tant que club de supporters à Paris. D'ailleurs, vous avez le numéro 2063. Oui, nous sommes là. Bon, bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être parmi vous. Et comme tu viens de le dire, exactement, nous sommes la 2063e association officielle des fan clubs des supporters du FC Barcelone. Que vous pouvez bien évidemment suivre aussi sur Twitter. Vous allez avoir à l'image le Twitter de la Peña Blaugrana. Vous êtes déjà 15 000 followers à suivre la Peña Blaugrana. C'est quand même tout un succès pour vous, parce qu'il n'y a pas uniquement que des Catalans ou des Espagnols dans cette Peña. Non, pas du tout. En fait, la Peña, elle a été créée à la base par un groupe de Catalans qui vivaient à Paris en 2010, et par la suite, ils nous ont refourgué le bébé, et depuis, on vit cette Peña, on essaie de la développer au maximum. Et on va donc commencer cette émission à ce qui est notre première chronique. Comme d'habitude, c'est la Quiniela. Et oui, la Quiniela, même s'il n'y a pas de journée des championnats espagnols, la Liga n'a pas joué à cause de la sélection espagnole, puisque vous le savez, la sélection espagnole joue la phase de qualification de la Ligue des Nations. À l'instant même, elle est en train de jouer face à l'Allemagne pour jouer donc cette qualification. L'Espagne qui avait joué donc la semaine dernière un match amical face aux Pays-Bas, l'Espagne qui avait fait match nul, l'Espagne qui a joué un match officiel en Ligue des Nations, c'était samedi. L'Espagne qui n'a fait qu'un match nul et qui a compromis ses chances effectivement de passer en Ligue des Nations. L'Espagne, comme vous voyez, qui est aujourd'hui 12e derrière l'Allemagne. L'Allemagne avec 9 points, l'Espagne 8 points, juste derrière l'Ukraine et puis la Suisse. Mais ce que je vous propose déjà, c'est de découvrir les 25 joueurs qui ont été appelés par
Luis Enrique pour ces 3 matchs qui se terminent aujourd'hui face à l'Allemagne. Dans cette sélection, il y a un joueur qui n'est pas là parce qu'il s'est blessé juste après avoir été convoqué. C'est le cas du Catalan Ansu Fati qui a été remplacé par Asensio. Et puis, il y a aussi le cas de José Gaya de Valence qui s'est blessé lors du match face à la Suisse et qui n'a pas pu donc continuer. Et il a été remplacé par Cucurella, le défenseur du Getafe. On va vous montrer un premier tableau pour que vous voyez quelles sont les équipes espagnoles qui apportent des joueurs justement à cette sélection. Et vous remarquerez que le Real Madrid et le Barça n'apportent que 2 joueurs. Est-ce que, Sofiane, tu te rappelles à l'époque où la moitié des convoqués étaient du Real et la moitié étaient du Barça? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, ça reflète exactement le niveau. Je parle du FC Barcelone, hein. Ça reflète du niveau qui est... en fait, ces dernières années, on pense que le Barça a perdu son ADN. L'ADN du Barça a été perdu avec l'administration Bartomeu. Et c'est pour cela que le FC Barcelone n'arrive pas encore à apporter plus que 2 joueurs à la Roja. Et c'est vraiment décevant. C'est le cas aussi du Real Madrid, c'est le cas de la Real Sociedad, qui est la première équipe dans le championnat espagnol avec 20 points, ou encore de l'Atlético de Madrid. On voit effectivement que les grosses écuries espagnoles n'arrivent pas à apporter justement beaucoup de joueurs à cette équipe d'Espagne. Et c'est pour ça que vous a préparé un deuxième tableau, c'est celui des joueurs qui ne jouent plus du tout en Espagne. Et vous voyez, l'équipe qui apporte le plus de joueurs à l'équipe d'Espagne, c'est Manchester City. Alors Valentin, Manchester City, United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Naples, Juventus, Leipzig. C'est vrai que ça change et comme l'a dit Sofiane, c'est vrai que le Barça avait son ADN et c'était devenu l'ADN de l'Espagne aussi. Et finalement, quand on voit cette descente aux enfers en termes d'ADN pour le Barça, on voit d'autres joueurs qui émergent et surtout en Angleterre. Donc on voit aussi en Italie et en Allemagne. Donc c'est un style de jeu beaucoup plus hétérogène. On a moins de cohérence dans ce collectif. Et donc c'est dur. On va dire qu'on est dans une transition pour la sélection espagnole. Donc pour l'instant, c'est dur de trouver un peu les automatismes. Et on l'a vu sur les derniers matchs. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à régler. Et en tout cas, c'est une transition. Donc on ne peut pas dire que c'est des mauvais choix. Mais on va dire c'est les premiers signes de la future équipe espagnole, on va dire, d'ici l'Euro. Areski, dans cette équipe d'Espagne, Luis Enrique fait confiance à Bellerín, qui ne venait plus en équipe d'Espagne depuis pratiquement 2 ans, fait confiance à Asensio, qui sort d'une blessure. Il récupère Morata, qui va, qui vient. On ne sait pas très bien, effectivement, s'il a un poste fixe ou pas du côté de la sélection. Il récupère Koké. Valentin parlait des transitions, mais en fait, on se rend compte qu'il fait confiance à des joueurs qui ont quand même commencé à avoir un certain âge. Comment expliquer justement aller récupérer des joueurs comme Koké, Bellerín ou Morata, par exemple? Oui, je trouve que la stratégie de Luis Enrique, je pense, il s'appuie sur un mélange entre l'expérience de certains joueurs, les joueurs qui ont été cités, avec du renouveau bien sûr, et ce qu'on a évoqué juste à l'instant, que le fait que le Real Madrid et le Barcelone n'affichent que plus de 2 joueurs en sélection, je pense qu'il a envie de peut-être apporter une certaine originalité à cette on va dire, sélection espagnole, qui change, je pense que son ADN, hein, si on parle d'ADN, parce qu'en fait, dans le passé, c'était que le Real et le Barça, mais maintenant, je pense que le classement de championnat est révélateur que d'autres clubs, ils essayent un petit peu de jouer le premier rôle. Je sais pas combien ça va durer, mais je pense que peut-être ils se sont bien lancés. Et sur le choix des joueurs, pour juste continuer sur l'explication de Valentin, je pense que le fait qu'on voit plus depuis la finale de Real Madrid en Ligue des Champions, maintenant, à l'exception de Séville en Europa League, je pense que la performance un petit peu moyenne des équipes espagnoles font que les joueurs qui jouent ailleurs peut-être feront mieux participer à la sélection de la Roja. Et je pense que peut-être c'est un choix qui va payer avec le temps, vu que le mélange entre les anciens il est nouveau. Justement, Fala, je regardais les chiffres avec Luis Enrique, il y a 19 joueurs qui ont débuté
en équipe d'Espagne, avec la sélection, avec la Roja. L'Espagne ne fait pas comme la France, et permettez-moi cette comparaison. On voit l'équipe de France qui n'a pas beaucoup changé depuis 2016. Ils sont toujours là et peut-être qu'ils vont aller jusqu'à 2022. Ils sont assez vieillissants. Mais l'équipe d'Espagne, elle est effectivement, comme disait Valentin, en plein renouvellement. Là, on Exactement. prépare une équipe. Bah, en fait, concrètement, pour l'équipe d'Espagne, je pense que dans sa tête, déjà, elle prépare. Bon, je pense pas, je sais pas s'ils vont se préparer pour l'Euro parce que je pense que ça va être un peu tôt, compliqué. ouais, ça va être compliqué. Mais je pense que ça va être pour la Coupe du Monde 2022, mais plus pour la Coupe du Monde 2026. Donc, comme tout à l'heure, il disait Areski avec les anciens, tout ça, je pense que déjà, Luis Enrique, il n'a pas le choix, il faut qu'il s'appuie sur certains cadres anciens pour pouvoir faire la passation de pouvoir avec la jeunesse, pour après l'Euro les laisser partir. Et normalement, l'équipe d'Espagne elle devrait être prête un peu pour la Coupe du Monde 2026, avec une jeunesse, franchement, qui est super pas mal, que moi je trouve bien, avec un petit Ansu Fati. Malheureusement, il est blessé pour 4 mois, donc ça va être un peu compliqué. Mais oui, un peu comme l'équipe de France, sauf que l'équipe de France, quand même, elle a eu pas mal de problèmes avant de pouvoir repartir correctement. L'Espagne, je pense que c'est moins délicat que la France. Justement, Sofiane, on parlait du Barça. Bon, c'est vrai qu'on n'en a plus. Bon, il y a le cas, bon, il y a Busquets qui est toujours là. Ouais. C'est vrai qu'il y a Ansu Fati, donc s'est blessé, il ne peut pas être là. Sergi, il est toujours en équipe d'Espagne. Piqué a renoncé donc à jouer avec l'équipe d'Espagne. Mais on pourrait croire qu'il y a quand même d'autres joueurs aujourd'hui du côté du Barça qui auraient pu, justement, en préparant pas la Nations League, parce que l'Espagne, ça va être compliqué, mais en préparant l'Euro l'année prochaine et même le Mondial après, il y avait d'autres joueurs qui pourraient effectivement venir intégrer ce club. Aujourd'hui, quels sont ces joueurs que tu penses pourraient avoir justement sa place en équipe d'Espagne, hormis Ansu Fati qui on sait est blessé? Honnêtement, Il n'y a pas d'Espagnol, le Barça. je vois, en fait, c'est ça. Pratiquement. Ce On a que j'allais pratiquement, dire, c'est que ouais. le 4-3-3, déjà que Coman n'arrive pas à stabiliser aujourd'hui, si on prend chaque ligne, on n'a presque pas d'Espagnol. D'ailleurs, Sergi Roberto, arrière droit, déjà au Barça, C'était pas son poste naturel. C'est pas son poste. Alors, donc, du coup, je vois mal déjà le rajouter dans la sélection espagnole s'il va jouer à arrière droit. Pour moi, ça sert strictement à rien. Alors, une dernière question. Est-ce que, Areski, est-ce que c'est la bonne tactique, justement, de faire, entre guillemets, l'impasse? On ne sait pas si l'Espagne sera qualifiée ou non en Nations League, mais est-ce que c'est la bonne tactique, effectivement, de faire à un moment donné l'impasse sur un certain nombre de compétitions internationales, justement, pour donner du temps de jeu à des nouveaux, 19 débutants avec l'équipe d'Espagne? Face à la Suisse, c'était Unai Simon qui était pour la première fois gardien de but titulaire de l'équipe d'Espagne. C'est la bonne tactique, c'est la bonne solution justement pour préparer ces échéances, comme celle de 2022. On a tous le regard sur cette échéance au Qatar. Après, il faut savoir est-ce qu'ils ont le choix, hein. Parce que là, je pense que c'est déjà joué. Enfin, ils auront un match un peu difficile face à l'Allemagne. Je pense que oui, ça serait bien que peut-être qu'ils passent à autre chose et comme ça a été expliqué par Sofiane, que voilà, préparer l'avenir. Il y a des jeunes joueurs quand même. Je pense qu'il y a du potentiel, mais ça demandera un petit peu de temps. Je pense que ça va se faire dans la douleur quand même, parce que rien que on va parler d'un petit détail d'un match, d'un fait de match, mais quand même c'est révélateur. Le fait que Ramos prend quand même les pénaltys à 2 reprises, même s'il échoue. Je pense que peut-être ça aurait été mieux qu'il laisse peut-être quelqu'un d'autre de tirer. Je pense que les anciens tiennent toujours à leur place, mais peut-être à un moment donné que Luis Enrique, il faudra qu'il s'impose face aux anciens, que leur rôle est vraiment de préparer l'équipe après, puisqu'à cette échéance, je pense que l'Espagne a donné son maximum. Eh ben, c'est une très bonne transition parce que nous allons parler du capitaine de la Roja, du capitaine du Real Madrid, les joueurs les plus capés de l'équipe d'Espagne, Sergio Ramos. Et cette chronique, nous l'avons appelée tout simplement le personnage. Le personnage, Sergio Ramos.
Alors, quand on regarde les statistiques de Sergio Ramos, nous ne pouvons qu'être éblouis ou bluffés de ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il a commencé du côté de Séville avant de partir du côté du Real Madrid. Regardez, 660 matchs avec le Real. En tout, il a fait 882 matchs en tant que professionnel, première division, et en tant que joueur de l'équipe d'Espagne. 123 buts, dont 100 avec le Real, une centaine avec le Real Madrid. Rappelons-nous, c'est un défenseur central, Sergio Ramos. Donc, Sergio Ramos, c'est 34 ans. C'est quand même un vieux aujourd'hui parmi les joueurs, mais ce qu'il a réussi, et là c'est une première question quand même, 176 matchs, il a égalé le record de Buffon, avec le match face à la Suisse, 177 matchs joués. Aujourd'hui, il n'y a que 3 joueurs qui ont joué plus que lui en équipe nationale. Le premier, c'est Ahmed Hassan, l'Égyptien, 184 matchs. Après, c'est Ahmed Moubarak avec 179. Et le troisième, c'est Bader Al-Moutawa avec 177 matchs. Donc, effectivement, comment expliquer, Valentin, justement, cette pérennité de notre Sergio Ramos national? Parce qu'on parle beaucoup de buts concernant Sergio Ramos, parce que quand un défenseur marque autant de buts, c'est surprenant. C'est vrai que moi, le dernier défenseur que j'ai en tête qui marquait beaucoup de buts, ça remonte à quand même longtemps. Autant de buts que ça, moi je parlerai de Beckenbauer, parce que c'est quand même... voilà, il prend les choses en main, puis il tire les pénaltys en plus. Mais en parlant de le plus important à retenir, je pense que c'est la longévité de ce joueur. Et ça passe par la performance, par la préparation physique et mentale. Et c'est un peu comme son homologue, son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. C'est des bêtes. Il s'entraîne chaque jour, il arrive en premier à l'entraînement, il repart en dernier. Et c'est pas surprenant. Et on va en voir de plus en plus des footballeurs qui vont dépasser cette barre du nombre de sélections, parce que maintenant la préparation elle est différente que celle d'avant, et en plus c'est quand même un maître dans cet art-là. Il est quand même voilà, très très bien préparé. En plus à 34 ans, c'est fort de faire ce qu'il fait, donc c'est surprenant. Et puis 882 matchs au total, c'est incroyable. C'est la folie. Ouais. Ben écoutez, juste rappeler que c'est, comme je vous disais, le joueur le plus capé de l'équipe d'Espagne avec ses 177 matchs avant le match donc d'aujourd'hui face à l'Allemagne. Juste derrière, il y a Casillas, 167 matchs, et Xavi, 133, et Iniesta, 131. Donc vous voyez, les joueurs espagnols restent quand même derrière, très loin, notre ami Sergio Ramos. Mais on est allé poser la question à quelqu'un qui connaît bien Sergio Ramos, qui connaît très bien le Real Madrid et l'équipe d'Espagne. Il s'appelle J. Pérez, qui est le fondateur du compte Twitter Real France. Et voilà ce qu'il nous dit sur l'importance de Sergio Ramos, que ce soit en équipe nationale, que ce soit avec le Real Madrid. Sergio Ramos, c'est l'incarnation même du madridisme, c'est une référence du madridisme, un capitaine emblématique qui continue de marquer une époque et qui aura donc forcément marqué une époque. On n'avait pas vu quelqu'un d'aussi charismatique depuis Raúl, même si Casillas avait évidemment marqué son époque, mais d'une manière un peu différente de par le fait que ce soit un gardien de but auprès des supporters. Voilà, son impact était un peu moindre et auprès du groupe également. Sergio Ramos, lui, prouve encore une fois en 2020 à 34 ans qu'il est une véritable référence pour le Real Madrid et qu'il y a un Real avec et sans lui. Son leadership sur le terrain, ses prises de position hors terrain conditionnent ce qu'est le Real Madrid et le rendement de ses coéquipiers. Alors évidemment, sur le carré vert, il est déjà un défenseur hors pair qui sait tout faire, qui est présent et performant dans tous les grands rendez-vous, que ce soit de par ses interventions défensives et l'accomplissement des tâches qui lui sont incombées, mais également de par ses buts, lui qui vient de fêter son 100e but sous les couleurs du Real Madrid. Avec la Roja, c'est sensiblement la même chose. On peut d'ailleurs commencer à s'inquiéter de la relève. La sélection possède de bons joueurs, mais aucun référent à ce poste-là et personne qui n'a son aura, son charisme, sa rigueur, sa régularité et surtout son grand talent. Avec 175 sélections, il est le 8e joueur mondial le plus capé en sélection. Il est plus qu'à 9 sélections d'Ahmed Hassan, l'Égyptien, qui est donc le leader de ce classement. 175 sélections, c'est colossal, vraiment, c'est absolument hallucinant. Et Sergio Ramos, c'est un joueur qui a gagné
des titres majeurs et qui n'a plus rien à prouver. Mais son impact est réellement important, pour ne pas dire vital. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment possède un aura incroyable, qui possède des qualités de joueur incroyables et qui a un tel charisme qu'il manquera forcément au Real Madrid et à la sélection espagnole lorsqu'il arrêtera. Donc on espère en profiter le plus longtemps possible. Mais voilà, on ne mesure pas l'importance d'un tel joueur. Mais Sergio Ramos, c'est une véritable légende du madridisme, une légende pardon, du football espagnol et certainement une légende du football d'ores et déjà. Une légende, dit notre ami Jota Pérez du compte Twitter Real France. Areski, le fait d'avoir joué avec Zidane, parce qu'il a joué, il faut se rappeler, il a joué avec Zidane, la dernière saison de Zidane, Sergio Ramos était dans cette équipe, le fait d'avoir connu de très près aussi des joueurs comme Hierro ou Raoul, en fait, ça lui donne au sein du vestiaire quand même un certain poids, et ça fait de lui peut-être vraiment l'homme de référence, que ce soit du côté du Real, que ce soit du côté de la sélection. Franchement, tu l'as bien expliqué. Je pense que Sergio Ramos, il incarne lui-même le Real Madrid. Par personnalité, par les performances et par son histoire. C'est un phénomène. C'est vrai que je l'ai un petit peu critiqué sur le dernier match, mais ça reste un joueur que tous les entraîneurs, je pense que voudront l'avoir. Je pense que même au Barcelone, même si voilà, il y a une certaine culture. Mais si on parle de joueurs de performance, franchement, chaque équipe aimerait le voir. J'insiste sur, moi j'ai envie d'insister sur le rôle de Hierro, parce que si on a envie peut-être on n'a pas encore une visibilité sur les nouveaux joueurs qui pourra peut-être incarner ou peut-être commencer à remplacer le joueur de la taille de Ramos. Mais je pense que aussi Ramos, il a le rôle peut-être de apprendre un joueur, voilà, un défenseur comment il a fait Hierro, quand il a fait la passation avec lui, parce que quand même, il a appris pas mal de choses avec lui, et je pense qu'il a bien accompagné, que ce soit en club, en Real, que ce soit en sélection. Et là, je pense que Ramos, il a l'obligation de rendre l'ascenseur à certains joueurs jeunes qui peuvent. Je pense que l'Espagne a toujours de ressources, a toujours des capacités, et moi j'en suis sûr que l'Espagne va retrouver son niveau. On parle de Hierro, il faut rappeler à notre téléspectateur qu'effectivement il a le numéro 4, notre ami Ramos, et qu'il récupère le dossard de Hierro au sein du Real Madrid, et quelques années après il a récupéré aussi le fait d'être capitaine comme l'a été dans Hierro, ou encore je parlais de Raoul. Alors Fala, et quel est le rôle de tout ça de Florentino Pérez? Parce qu'on voit qu'ils sont très proches. Ouais. Là, vraiment, on voit quelque chose d'intéressant, même si aujourd'hui même, la négociation pour le renouvellement de Sergio Ramos est un tout petit peu bloquée. D'ailleurs, on aura un petit mot parce qu'apparemment le PSG aussi s'intéresse de près à Sergio Ramos. Quel est le rôle de Florentino Pérez dans cette Florentino Pérez, si on regarde bien, de toute façon, Florentino Pérez, il est très proche de ces joueurs déjà qui décident de faire venir au Real de Madrid. On va prendre le cas de Sergio Ramos, comme il a dit tout à l'heure à Reski. La passation avec Hierro, je pense que ça a été la première adaptation de Sergio Ramos au Real de Madrid avec ses performances. Pas en sélection, mais au Real de Madrid vraiment. Et Florentino Pérez, il a, comme je vous dis, il est vraiment proche de ses soldats en fait. Hierro, Raoul à l'époque, même Karambeu pendant quelques temps il l'était parce qu'au milieu de terrain il tenait beaucoup. Florentino Pérez sur tous les jours, Karim Benzema, regardez ce qu'il fait Karim Benzema, donc il est vraiment proche, il est papa poule on va dire un peu, mais au final ça se ressent direct. Et pour Sergio Ramos, bon maintenant c'est vrai que là il arrive c'est un peu délicat parce qu'il y a le Covid, en Espagne c'est pas facile, les budgets sont plus les mêmes du tout. Exactement. Et quand vous avez un club comme le PSG qui peut offrir à Sergio Ramos ce que lui il attend, c'est-à-dire 3 ans de contrat, je pense, si j'ai la mémoire est bonne, avec une revalorisation de salaire, je pense que un petit peu déjà Sergio Ramos il est déjà en train de passer à autre chose, je pense. Et que non, Florentino Pérez, je pense qu'il va le laisser partir et que voilà, il a donné la...
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le palmarès de Sergio Ramos, c'est quand même assez impressionnant. Donc un mondial, parce qu'avec l'Espagne en 2010, 2 Coupes d'Europe des Nations, donc en 2008 et 2012, toujours avec l'Espagne bien sûr, 5 Ligas, 3 Super Coupes d'Europe, 4 mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi et 10 fois élu dans les 11 idéal de la FIFA. En fait, on pourrait parler de Sergio Ramos, mais quelqu'un qui a pratiquement le même palmarès, que tu connais bien, c'est Gerard Piqué. Sauf que lui, il a décidé de quitter l'équipe d'Espagne et de se concentrer sur le Barça. Et il est aussi en fin de carrière, en quelque sorte. Ouais, tout à fait, mais pour être honnête, athlétiquement, je suppose que Ramos et Piqué, c'est plus du tout la même chose, hein. Piqué, pour moi, personnellement, depuis 2 ans, athlétiquement, il est vraiment, vraiment virable. Je pense que Piqué, avant Ramos, il a commencé à penser à son futur, que ce soit son futur au Barça ou son futur économique. Tandis que Ramos, il a toujours la tête dans le football, il est toujours à fond. Par exemple, typiquement, le dernier Classico, c'est Ramos qui a renversé la tendance avec son penalty. Rappelons-le, il a commis une faute, donc du coup, il a provoqué l'anglais pour avoir le penalty. Sur les 6 corners avant le penalty, à chaque fois, il était par terre, il se jetait. Donc, c'est quelqu'un qui est athlétique, très intelligent, charismatique. Et en fait, c'est un défenseur. La preuve, on parle aujourd'hui de Ramos et pas de Piqué. Donc, Sergio Ramos, qui est beaucoup plus qu'un joueur, c'est une personne. Et il y a un Sergio Ramos intime. Je dis Sergio Ramos intime parce qu'il a une vie privée qui est aussi publique. 41 millions de suiveurs ou de followers sur Instagram, 18 millions sur Twitter, 29 millions sur Facebook qui suivent donc les comptes de Sergio Ramos. Mais Sergio Ramos a d'autres passions. La musique est une façon de vivre pour Sergio Ramos. Il le dit, il compose, donc il joue au football, mais après, il s'intéresse beaucoup à la musique, et notamment au flamenco. Il est allé beaucoup plus loin que ça. Bon, il a chanté avec Niña Pastor, et pour ceux qui connaissent l'Espagne et qui connaissent la musique flamenco, c'est quand même l'une des références de la musique flamenco en espagnol. Mais il est allé beaucoup plus loin que ça, puisque, vous le savez peut-être, sinon on va vous l'apprendre, en 2018, c'est lui qui a écrit l'hymne de l'Espagne, de la Roja, pour le mondial de Russie. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, Valentin, en fait, il est quand même important d'avoir une vie en dehors des terrains. Justement, et là, il le montre. Je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'on voit souvent ce joueur un peu renfermé sur le terrain parce qu'il est en mission. Il est là pour gagner et il aime la gagne. Et donc, on peut ne pas avoir de sympathie parce que parfois, il est vulgaire, il met des coups, mais c'est sa mission aussi à lui. Et de voir aussi qu'il a des activités, des loisirs comme tout le monde, et on se rapproche encore plus de lui et on comprend mieux le personnage. Et donc il y a cette histoire de la musique, mais il n'y a pas que la musique. Il faut savoir que quand il était jeune, il avait dit à sa maman qu'il avait 2 passions. Donc il voulait être toréador, ou torero comme on dit en espagnol, ou footballeur. Et sa maman lui a dit « Ah bah tu seras footballeur, ça c'est clair. Tu vas pas dans des arènes affronter des taureaux, c'est clair. » Il est devenu donc footballeur. C'est un peu pareil, et puis il y a une autre passion. Et à cause de cette passion pour les taureaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amourché des chevaux. Et donc, il a beaucoup de chevaux. D'ailleurs, vous allez le voir à l'antenne, il y a des chevaux chez lui. Hein. Il adore. Il a créé donc ce qu'on appelle en Espagne donc un groupe chez lui avec une trentaine de chevaux, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc c'est encore une passion. Ce n'est pas la seule passion, puisqu'il participe à des défilés. Il adore la mode. Donc, je pense que c'est aussi d'ailleurs le cas des Piqué, on a parlé tout à l'heure, qu'ils aiment bien s'habiller. Ça, c'est pareil avec notre ami Sergio Ramos. Mais là, la question que je me pose, Fala, c'est que là, il est entouré par des professionnels. Mais dans cette interview, il disait à un moment donné, avant l'interview, il parlait de sa famille. Et vous savez, c'est son frère René qui gère plus ou moins les affaires qui touchent le football. Il y a sa sœur aussi qui gère des questions à la communication. Il y a papa et maman qui sont là. Est-ce qu'il est important en fait de bien s'entourer? Est-ce qu'il est important justement d'avoir la famille à côté?
Et on a des cas, comme sur le Carabio, donc on a beaucoup parlé dans cette émission et dans d'autres émissions, mais je compare. Est-ce qu'il est bien justement d'être Ouais, bien c'est entouré? important, c'est très très important pour un sportif de haut niveau, que ce soit footballeur ou peu importe le sport, c'est important d'être bien entouré. Et pour Sergio Ramos, mais sa réussite, elle passe par là. Parce que si on regarde bien Sergio Ramos, une fois il sort de l'entraînement ou de ses matchs, il a une vie de tout le monde. Vous pouvez le voir, comme vous disiez, chevaux, il a des vignobles, Oui. il a investi dans le vin aussi. Donc il a une vie d'une personne de tous les jours. Une fois qu'il sort de l'entraînement, il a la musique, comme vous avez vu, son passe-temps. C'est une personne humble et normale, moi je trouve, qui a pas le foot, c'est important, mais j'en suis sûr, ce mec-là, quand il sort de l'entraînement, tout ça, il met à part et... Ouais. Justement, Sofiane, parce que là, à un moment donné, il a eu des affaires avec Gérard Piqué, ils ont fait des affaires ensemble à un moment donné, mais quand on regarde du côté de Barcelone, Messi vient d'ouvrir un hôtel. Il a une chaîne d'hôtels. Il vient d'ouvrir un hôtel dans les Pyrénées. Si je me souviens bien, j'ai vu le communiqué il y a 2 jours. Il y a le cas Messi, il y a le cas Piqué, parce qu'il est propriétaire des droits de la Coupe Davis, par exemple. C'est son entreprise. Il a une boîte de prod. On se rappelle tous le documentaire sur Griezmann où il annonçait qu'il n'irait pas du côté du Barça. Du Barça. Aujourd'hui, il est indéniable. Il faut savoir quand même faire la part des choses entre vie d'affaires, d'homme d'affaires, et vie de sportif. Tu disais tout à l'heure, le cas Piqué, peut-être qu'il a plus la tête ailleurs que dans le terrain des jeux. Oui, je pense. En fait, il faut savoir faire la part des choses entre ses obligations sportives et ses obligations personnelles. Et bon, il y a certains de mes amis de la Peña ne partagent pas exactement mon avis, mais moi, je pense que Piqué n'a pas su réellement faire la part des choses. Il y a même une fois une phrase qu'il a dite, il a dit oui, j'ai pas le temps, mais moi, j'avais envie de lui dire si j'étais en face, mais tu es payé pour jouer au Barça, t'as pas le droit de dire j'ai pas le temps. C'est comme si que demain tu dis à ton employeur j'ai un truc perso, j'ai pas le temps de faire mon travail. Et donc du coup il faut savoir, un bon joueur doit savoir faire la part des choses entre ses obligations professionnelles et personnelles. Mais bon, il va falloir quand même qu'on parle un peu plus de foot, qu'on soit beaucoup plus sérieux, même si on est sérieux quand on parle de musique et de Sergio Ramos. Et on va changer des chroniques puisque maintenant nous allons du côté du match. Et oui, le match du week-end prochain, il y a un match référence, Atlético de Madrid, Barcelone. C'est vraiment le match qu'il ne faut pas rater. Ouais. Alors, l'Atlético de Madrid, avec 9 journées, 5 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 17 buts à faveur, 2 contre. Le Barça, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts pour et 8 contre. Sofiane, ce n'est pas du tout les statistiques du Barça auxquelles on pouvait s'attendre. Qu'est-ce qui se passe du côté du Barça aujourd'hui après 9 journées de championnat? Honnêtement, on n'arrive pas exactement à expliquer ça. Pour moi, j'ai vu certains matchs, surtout les matchs où on a fait des matchs nuls, ça se voit qu'on a besoin d'un avant-centre qui met le ballon au fond. Sur des matchs, on a une vingtaine d'occasions, mais sans en mettre une dedans. Pour moi, c'est primordial. On ne peut pas jouer comme ça sans avant-centre. Surtout, on voit parfois, par exemple, le dernier match, Griezmann en manque de confiance, qui rate 3 face-à-face et qui rate le péno. Mais on a besoin d'un Suarez qui peut te mettre un but de nulle part et surtout pas ne rater 3 face-à-face. Donc du coup, il y a ça d'un côté. Je crois qu'on rate beaucoup d'occasions. Il y a aussi le fait que Coman, on le voit chaque match, il teste des combinaisons et pour le moment, on n'arrive pas vraiment à avoir une structure et un 11 titulaire stable. Et il ne faut surtout pas rater ce match-là. Surtout pas. Surtout pas rater ce match-là, Areski, mais quand on voit l'effectif du FC Barcelone, donc forcément il y a Messi, même s'il n'est pas très content d'être resté. Mais Griezmann, tu as parlé de lui.
on voit effectivement aussi que Dembélé, même si on a du mal à convaincre, mais quand tu vois les noms qui sont sur cette équipe du FC Barcelone, cette place aujourd'hui avec une quinzaine de buts encaissés, ou 8 buts encaissés, c'est incroyable. C'est incroyable, oui, exactement, c'est le mot. Après, c'est vrai que sur le papier, on voit, il y a beaucoup de noms, enfin, il y a des bons joueurs. Après, je pense qu'il y a un problème collectif. Problème à chaque fois, il y a le staff technique qui change. C'est dans la continuité des saisons, malheureusement. Coman, il est à ses débuts, donc il essaye de trouver comment commencer déjà. Il y a des joueurs qui sont dans le doute, hein, surtout si on cite Griezmann, hein, qui est vraiment dans le doute. On ne sait pas exactement comment il va retrouver sa place au sein déjà dans le vestiaire avant d'arriver sur le terrain. Après, j'ai envie aussi de dire aussi que l'Atlético aussi, il y a des sacrés joueurs aussi. Et ça serait intéressant de voir, aujourd'hui, ça serait intéressant de voir Suarez dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense. C'est un match dans le match. Ouais. Exactement, exactement. Oui, Valentin, effectivement, là, lui, il parlait des Suarez, qui est parti du côté de l'Atlético de Madrid. Mais on sait que le Barça vit une situation compliquée. Le 24 janvier prochain, c'est les élections pour élire le nouveau président et la nouvelle équipe dirigeante. On sait que Messi, je vous disais, effectivement, il voulait partir. On ne l'a pas laissé partir. Il est resté, mais il n'est pas du tout content, ni à 100%. Est-ce que cette situation extra-sportive touche aussi donc la partie sportive? Je veux dire, le vestiaire aujourd'hui souffre de ces mois de turbulence qu'on a vécu du côté du Barça. Mais dans tous les cas, depuis le début de l'été, le Barça allait vraisemblablement, dans tous les cas, partir dans un mauvais sens. Que Bartomeu reste, c'était un problème pour Messi et pour tous les joueurs. Parce que c'est la mauvaise administration, on le sait depuis des années, il n'y a plus d'ambition au sein du club. Et qui partent, ils laissent un peu le club en plus avec des dettes. Et donc c'est comme s'il laissait son enfant sur l'entrée, quoi, au niveau de la porte. Il laisse le FC Barcelone qui n'était pas très bien géré depuis la victoire de la Ligue des Champions en 2015. Depuis, on n'a plus rien vu à l'échelle européenne déjà. Et donc ce match, il est beaucoup plus équilibré qu'à l'accoutumée, parce qu'en plus on avait vu le FC Barcelone, avant de gagner face au Betis, avait enchaîné 4 matchs sans gagner. Donc là on se dit qu'il y a plus de chances que ce soit un match équilibré, et que l'Atlético peut jouer sa chance, on va le dire. Et en plus, Ansu Fati, qui est le plus en vue offensivement au FC Barcelone, est blessé. Donc ça fait beaucoup de choses, et ça va être difficile, aussi bien pour ce match que pour le reste de la saison. Oui, parce que quand je dis qu'il a encaissé 8 buts, c'est en 7 matchs, parce qu'il y a 2 matchs en moins du côté du Barça. Mais sans Ter Stegen. C'est vrai que Ter Stegen, voilà, je voulais te poser justement la question. Le dernier match, il revient Ter Stegen. Ce qu'il a sauvé, c'était incroyable. À mon avis, je pense que Neto n'aurait pas sauvé tous les buts qu'on aurait pu encaisser. Oui. Donc du coup, déjà l'année dernière, le Barça se résumait à Messi, Ter Stegen. 2 joueurs. C'était Messi et Ter Stegen. On n'avait que 2 joueurs. Et cette année-là, on voit que, on fait confiance à Coman. On pense que peut-être on pourrait... Bon, de toute façon, la Liga n'est pas... C'est que le début. Hein. On a un match en retard et 9 points d'écart avec le premier. Mais on espère bien que Coman réussit à trouver le meilleur 11 possible. Et surtout... que dans le mercato, on puisse avoir un avant-centre. Oui. Voilà, n'oublions pas que le match se joue du côté de Madrid. Ouais, c'est clair. Chez j'allais dire Santiago Bernabéu. Non. Le nouveau Vicente Calderón, parce que je suis des anciens, donc pour moi, c'est Atlético de Madrid, c'est Vicente Calderón. Donc c'est le nouveau stade, effectivement, le Wanda Stadium de l'Atlético de Madrid. Donc ça se joue à Madrid, et quand même, l'Atlético de Madrid, il a des atouts. Exactement. Il a des atouts. Exactement. Moi, je serais Barcelone, je ferais super attention parce que eux-mêmes, ils sont dans une mauvaise posture, mais l'Atlético, ces derniers temps, tourne bien. Luis Suarez, il s'est bien, mine de rien, s'est bien incorporé à l'équipe. Attention au Barcelone. Et surtout, on a João Félix aussi, le Portugais, qui a quand même, qui est l'un des buteurs de cette équipe. Mal en ce moment. Et puis, tu parlais de Ter Stegen, mais il y a quand même l'un des gardiens les plus chers au monde, c'est Oblak.
Ouais, voilà. Et qui est d'ailleurs le meilleur gardien du championnat espagnol. parce qu'il Spécialiste des n'a clean encaissé que sheets 2 buts. d'ailleurs. Exactement. Spécialiste des clean sheets au Black. Ouais. Oui, Il tout à encaisse fait. très très peu de buts. Et donc, Quels sont les atouts de l'Atlético de Madrid? Défensive, on le sait depuis. C'est leur ADN. Déjà défensivement, ils sont très très bien regroupés. Ce fameux 4-4-2. Après, Simeone, ces dernières années, il veut un peu se renouveler et être un peu plus offensif. Et on l'a vu dans les matchs. Déjà 17 buts, ils sont pas loin. Donc, ouais, ils sont deuxième meilleure équipe offensive. Donc, ils essayent de se renouveler de ce point de vue-là. Déjà, ça passe par le recrutement de Suarez. Joao Félix aussi qui enchaîne les doublés, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc, là, il n'y a plus que le défensif. Il y a aussi l'offensif et ils sont beaucoup plus complets. Et puis, ça passe partout, sur les côtés, dans l'axe. Donc, ils sont très dangereux, l'Atlético. Il ne faut pas les sous-estimer cette saison, en tout cas. Justement, à Reski, l'Atlético est dans sa continuité. Mais Valentin disait, il a recruté Luis Suarez, oui, mais il a laissé partir Morata. Et on est en train de voir ce qu'il est capable de faire du côté de la Juventus, Morata. Mais l'Atlético est toujours, suit toujours cette ligne qui a été marquée depuis des années et des années par Simeone. Oui, effectivement. Je pense que l'ADN de Simeone, il a vraiment incarné à son groupe depuis des années. Ce que j'ai envie peut-être évoquer, si je peux me permettre bien d'ouvrir une petite parenthèse, voilà, de point de vue technique. Moi, ce qui me dérange, c'est la planification de ce match juste après le retour des internationaux. Moi, personnellement, ça me dérange. Après, je sais que ce point de vue éthique, on ne peut pas de favoriser ce match, de dire allez, on va le placer sur la deuxième ou troisième journée après le retour des internationaux. Parce que quand même, de point de vue de préparation de ce match, je me demande, c'est très compliqué pour un entraîneur, que ce soit Simeone, que ce soit pour Coman, pour préparer leurs joueurs, faire un bilan sur le retour au terme de forme, jusqu'à la mise en verre, jusqu'au sifflet de début de match, la préparation de match. Enfin, il y a des joueurs qui viennent de l'Amérique latine avec le décalage horaire. Franchement, je pense qu'il y a certains détails qui vont un petit peu brouiller la donne. J'aurais bien voulu voir ce match-là un petit peu décalé en moins d'une journée pour récupérer ces joueurs, vraiment récupérer ce tempo. Et comme ça, je pense que peut-être on verra un vrai Atlético face à un vrai FC Barcelone. Là, ça serait le retour après les internationaux. Franchement, ça va être un petit peu compliqué. Alors, j'aimerais que vous me parliez quand même des deux joueurs un peu particuliers. Alors, du côté du Barça, c'est Umtiti. On attendait beaucoup de lui. Sa première saison, elle n'était pas du tout mauvaise, hein. Pas du tout. Et puis, Depuis sa blessure. il s'est blessé. C'est la blessure. On a essayé de le vendre. Il a eu des prétentions économiques supérieures à ce qu'il avait déjà. Qu'est-ce qui se passe avec Umtiti? Parce que l'anglais lui a complètement bouffé le poste. Hein. Ah, lui a pris. Depuis que la fameuse blessure de Umtiti face au Celta, sur une course, et on a mis l'anglais. L'anglais, il a bossé, il a travaillé, il a prouvé qu'il méritait cette place. Et depuis, Umtiti, moins on joue, moins on est performant. Et donc, du coup, en fait, on va dire le malheur d'Umtiti, c'est d'être blessé et d'avoir un remplaçant qui est très bon. Mais On oublie Umtiti pour l'Euro, hein, ou pas, en France, avec l'équipe de France. Oui, je pense, mais de toute façon, le plus gros problème pour un joueur, c'est quand tu es blessé, tu as une blessure grave et tu continues à jouer, tu récupères pas au maximum. Et c'est arrivé pour Umtiti lors de la Coupe du Monde. On le rappelle, c'était il y a 2 ans quand même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis, parce qu'il était quand même à un très haut niveau, Umtiti, il s'est un peu sacrifié pour l'équipe de France. Et depuis, en fait, même si c'est pas les mêmes blessures, après, c'est comme Gourcuff à l'époque. Hein. Quand tu as une blessure, tu en as une autre et après ça s'enchaîne. Et c'est terminé. Je pense qu'Umtiti, ça va être très très compliqué. Sauf si il a le mental que Coman avait, Kingsley Coman, qui enchaînait les grosses blessures et qui, au final... on le voit, il est au très haut niveau. Coman, il s'était dit, je vais arrêter ma carrière, je suis jeune, mais je vais arrêter ma carrière, c'est pas possible. Umtiti, il faut... en plus, d'ailleurs, il a changé son alimentation, il mange plus de viande, il est très, très végétal, et il se sent quelqu'un beaucoup qui a mieux. besoin des muscles. Donc après, voilà, il fait sa propre transition, à voir dans les mois à venir, mais en tout cas, ça fait au moins 2 ans que c'est compliqué pour lui. Voilà. Moi, je pense qu'il se bat avec lui-même, en fait. De savoir s'il est capable de revenir à son niveau. Et ça, pour un sportif de haut niveau, c'est problématique, ça. Ça, Areski pourra te le dire. Hein. Le mental, c'est la base. C'est fondamental. C'est-à-dire, moi, je pense plus que là, il est en train de se battre contre lui-même. Il sait, son corps, à mon avis, il est déjà prêt. Mais est-ce que lui, mentalement, il est prêt à revenir à ce niveau-là? C'est encore autre chose. Et là, les doutes, ils sont là, je pense. Donc, Umtiti du côté du Barça, mais qu'est-ce qui se passe avec Thomas Lemar, qui est arrivé du côté de l'Atlético de Madrid? On disait, voilà, c'est l'attaquant qu'il nous faut, c'est celui qui va mettre de la vitesse sur les côtés, et qui va épauler les avant-centres de l'Atlético. Où est passé Thomas Lemar?
c'est aussi une question psychologique. Il a été touché à un moment donné, mais là, il n'est pas blessé. Et surtout, si on suit cette logique, c'est général à tous les joueurs français qui passent à l'Atlético, Ouais, c'est hormis clair. Griezmann, C'est clair. qui est, on va dire, l'exception. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs. Lucas Hernandez. Oui, Oui, mais- oui, effectivement, effectivement, je suis d'accord. C'est vrai. Après, c'est vrai que lui, il a un parcours un peu différent sur les autres joueurs Oui. qui sont venus de la Ligue 1. Je parle de ça. Tout à Parce fait. que même le Belge Ouais, c'est clair. qui est à l'AS Oui. Monaco aussi, je pense qu'ils se recherchent tous. Après la méthode Simone, je ne sais pas ce que. J'ai envie aussi d'évoquer l'ancien attaquant de PSG aussi, Guémero. Gamer, Ouais, exactement. aussi. Gamero. Je pense qu'il y a une certaine côté des Valence, difficulté, ouais. une certaine difficulté d'intégration au sein de collectifs. C'est pour ça que j'ai envie de dire que l'Atlético est vraiment un club différent. C'est espagnol, Ouais. mais il est différent de FC Barcelone, il est différent de Real Madrid. Et surtout, il a toute sa valeur au sein Ouais. de. Puis c'est la grinta, quoi. Il faut, Ouais. tu l'as ou tu l'as. Enfin, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais. Puis ils ont une C'est- ADN à part aussi, un peu, Ouais. l'Atlético. Donc, Bah, les seuls qui ont bien réussi, c'est, du coup, il disait, c'est Griezmann et Hernandez côté français. Mais c'est des joueurs qui baignent, on va dire. C'est un parcours différent. dans... ouais, exactement. Ils surtout baignent dans pour l'Espagne, Griezmann, en fait, hein. ils sont Griezmann, en déjà- fait, on va suivre Griezmann. On peut Je pas dire rajouterais- qu'il a suivi le parcours français. Moi, Il- pour moi, il est Oui, il espagnol. est formé- il est formé espagnol, il est formé là-bas. Il connaît le système. Hernandez espagnol est que- formé un peu Voilà. Il a espagnol été aussi. formé en Espagne. Thomas pareil. Lemar, là, concrètement, moi, je pense, là, c'est tout simplement, c'est. Moi, j'aurais pas été à l'Atlético, j'aurais été lui. Parce que Simeone, à mon avis, là, on le voit avec lui, soit c'est un problème mental, encore une fois de plus, de pouvoir s'imposer dans cette équipe, ou alors le mec, il est pas prêt à se faire rentrer dedans par son coach. Hein. Parce que Simeone, ça tourne Ouais. pas rond, Oui. il va pas passer par. Tu as parlé de Gameiro et je me rappelle à l'époque où Gameiro était du côté de Séville avant de partir à Valence. On lui avait proposé de partir donc au Barça. Il a refusé d'aller au Barça parce qu'il disait je vais être le troisième attaquant, je vais jamais jouer. Ouais, c'est clair. Donc il a préféré, quand il a quitté, il a préféré aller du côté des Valence. La première saison, il a joué pas mal. La deuxième, un peu moins. Bon là, ça devient compliqué. Il est en fin de contrat aussi. Donc on verra ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Gameiro a décidé de pas s'aller du Barça parce qu'il a besoin des minutes de jeu et il n'en avait pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais là où il faut maintenant se mouiller un tout petit peu, monsieur, le résultat, qui va gagner ce match? Qui va gagner ce match? Je veux un résultat. Alors, Valentin, Atlético de Madrid contre le Barça, Simeone face à Koeman, Alors, ça donne quoi? Moi, j'aurais tendance à faire un lien avec un. Bon, on parlera, c'est vrai, du match qu'on invite à suivre. Oui. Bon, je vais faire le lien directement. Le Real qui joue contre Villarreal, je trouve que c'est un lien que si le Barça gagne contre l'Atlético, le Real, après, s'il gagne contre Villarreal, ils peuvent prendre une option par rapport au classement. Et donc, j'aurais tendance à dire que. Après, bon, il y a ce lien, mais au niveau du score, il n'y aura pas d'influence. Et moi, je trouve que ça ressemble quand même à un match nul. Match nul pour Je ces pense deux que- équipes. Je pense que l'Atlético, ils vont y aller sans trop de pression parce qu'ils disent que c'est pas le Barça d'habitude. Mais le Barça, ça reste le Barça et ils vont quand même s'accrocher aux branches. Areski, Je suis assez d'accord avec Valentin, avec un léger avantage pour l'Atlético. À Surtout domicile. parce que les Joao Félix, Suarez sont plus en forme Non, à domicile surtout. je que Griezmann du côté de... Pourquoi pas Diego Costa aussi? Ouais, c'est On clair. va peut-être ça aussi, Ouais. On n'en a pas parlé de lui, mais bon, c'est vrai. C'est un Il phénomène. pourrait, Ouais, c'est un phénomène. ouais, c'est un c'est un phénomène dans les ouais. matchs face au Barça. Au Barça. Alors, Fala. De toute façon, comme on disait là, comme il disait Valentin, l'Atlético de Madrid et surtout le Real, Villarreal-Real, ça va être un match à suivre aussi. Villarreal qui aurait vu Real Sociedad en tête du championnat. Tête du championnat, oui. Villarreal, je crois, ils sont 3e aussi. Avec Unai Emery, ça vous dit quelque chose, Unai Emery? Ouais. Je dis ça comme ça. Hein. Mais il faudra aussi suivre Real de Madrid-Cadiz parce que Cadiz, ils sont 6e. Ils en ont pris 4 face à l'Atlético Ouais, Madrid de la mais- semaine dernière. Hein. Mais oui, mais c'est vrai, c'est un début de Pour moi, c'est championnat. les 3 matchs de vendredi Très bien, du ouais. week-end à suivre. Franchement, clairement. Alors, le Barcelonais. Ouais, c'est logique, c'est le cœur qui va parler. Bon, ça sera pas un match avec beaucoup de buts, mais j'espère un 1-2 pour le Barça. Parce que franchement, en fait, c'est des conditions très spéciales. Le match va se dérouler dans des conditions très spéciales où on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci.
Donc je pense que C'est surtout après avoir perdu contre le Real, Voilà. ça serait mal vu Ouais. de perdre contre l'Atlético. contre l'Atlético. Alors je me demande si dans les stats c'est déjà arrivé sur une phase aller de Oui, championnat je- de j'en perdre vois pas, non. contre le Real et contre l'Atlético. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils On va vont s'intéresser, je vais regarder les ils vont, stats. ils vont s'accrocher aux branches. C'est pour ça que je dis que Ouais. pour moi la défaite elle est surtout au niveau Elle est des, pas des permise, statistiques, ils gagnent pas beaucoup en ce moment, donc là faut gagner. Une dernière question, quand on est supporter du Barça et on veut suivre les matchs avec la Peña, que faut-il faire? Faut juste aller sur votre compte Twitter, sur votre page Facebook, sur votre page web. En Qu'est-ce fait, que tu nous conseilles? on a bon, avec le Covid, c'est mis en suspens, mais avant, en fait, on a un partenariat avec le Corcoran's des Grands Boulevards, qui est notre QG, où c'est là tous les membres de la Peña viennent regarder les matchs. Je vous invite tous à passer un jour voir le match. Vous allez vous sentir comme au Goal Nord du Camp Nou. On va Ça attendre la chante, fin ça du confinement pour aller effectivement. Voilà, je vous invite du après la côté fin de la du Peña confinement. Blaugrana. Voilà, donc du coup, je vous invite tous à venir au Corcoran's des Grands Boulevards, qui est notre QG où tous les matchs sont diffusés là-bas. Merci Sofiane. Donc dernier aparté de cette émission, c'est la quiniela. Donc avant de nous quitter, vous rappelez quand même les matchs de la 10e journée de la Liga espagnole, c'est le week-end prochain. Donc Osasuna, Huesca, Levante, Elche. Elche, c'est l'un des promus. Et puis il y a Villarreal-Madrid. Fala nous en a parlé de ce Villarreal-Madrid comme Valentin, comme match à ne pas rater du côté de la Liga. Et puis il y a ce Sevilla-Celta. Atlético de Madrid-Barcelona, donc que vous pourrez suivre à la télé, mais dès que vous aurez l'occasion, il faudra partir avec la Peña Blaugrana pour le suivre avec eux. Et puis Eibar-Getafe, Cádiz, Real Sociedad, leader du championnat espagnol avec 20 points. Granada, Real Valladolid, Deportivo Alavés, Valencia. Et puis Athletic Club de Bilbao face au Betis de Joaquín et de Canales, qui est d'ailleurs en équipe d'Espagne. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce dernier numéro de Inside Liga. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est mardi prochain, mais ça sera à 19h parce que n'oubliez pas, mardi prochain, il y a Champions League et nous on s'intéresse aussi a la Champions League y aux équipes espagnoles. Hasta la semana que viene, muchas gracias, nos vemos el martes.